Voilà, bonjour. Bonjour à tous, ambiance bretonne pour débuter cette émission de la grande place du village. Jean-Noël. Le ton est donné avec notre invité, c'est Roger Lecraz qui nous vient d'Aberpoche, mais qui est originaire de Bretagne. On verra avec lui son parcours, Philippe, on verra justement les valeurs de cet homme qui aime l'accordéon. Un homme de cœur, auteur, compositeur, mais aussi interprète et surtout autodidacte. Bonjour Roger. Bonjour à vous. Autodidacte, ça vous plaît bien ça, hein? Ouais, j'aime bien parce que, disons que c'est, pour moi, ça signifie jouer avec différents musiciens de différents pays, ne connaissant pas la langue, mais on dit que la musique est universelle et c'est bien vrai. Citoyen et du ça, monde, c'est un peu, une grande richesse pour moi. C'est un truc que j'échange avec personne. Alors le baron des Abers, Jean-Noël, parce que Abers, c'est Aberpoche. On l'a dit, c'est la vallée verte. C'est entre Faucigny et Chablais. Ouais. Et vous êtes un breton devenu savoyard, Roger, c'est ça, hein? Oh, savoyard d'adoption. Oh, savoyard d'adoption. Mais breton pur beurre. Pur beurre. Et surtout un parcours qui vous a conduit ici. Alors, on va rappeler quand même qu'en 2001, tiens, on va bien le dire, vous avez fait 1300 km pratiquement. Il est venu à pied. En un mois et 3 jours, à pied, 30 km par jour. Et c'est une marche pour la paix. C'est un homme de paix dans cœur. le monde. Voilà. On va en parler. C'est un peu le ton de cette émission de la Grande Place du Village. C'est de la solidarité, c'est de la musique, c'est de l'accordéon et c'est un peu de la fête. On va discuter avec vous longuement. On a bien du temps pour faire tout ça. Et puis les exploits, parce qu'on va voir aussi. Et ça touche à tout. Vous avez joué l'accordéon sur une moto aussi. Oui, là, c'est les 2 fois, je l'ai déjà dit, une fois, je ne sais plus dans quelle émission, mais là où j'ai eu le plus peur, sans casque, sans être attaché, et me tenant que par un pied. D'ailleurs, j'ai la photo là, en cadre, sur un sidecar de compétition. Eh ben voilà, regardez ça un petit peu. Et comme on sait que c'est au ras du sol, il n'y a pas de suspension, ça... Regardez-moi ça, un sidecar. Ça doit faire peur quand même. Est-ce que c'est bien raisonnable, Roger, sans casque? Mais c'est pour qu'on le reconnaisse. Non, mais oui, les gens... Bien sûr. On est à près de 100 km/h ici, cette photo. Et on joue quoi à ce moment-là balade irlandaise. Voilà, enfin, ça se sautit, quoi, bien sûr. Mais... C'est plus qu'une balade. Ah ouais. Il faut savoir que c'est... dans le cadre d'une course de côte, donc c'est sur 1,5 km, 2 km. Voilà. Ça bouge. Ben voilà. Le ton est donné, Jean-Noël. La musique, un homme de cœur, un homme d'exploit. Et nous, on va feuilleter l'album de la Grande Place du Village. Jean-Noël, on va où, la direction? Eh bien, on va rencontrer une Bretonne, justement, pour Roger. Madoué, Tao, comment dire breton? Ça veut dire quoi? Madou, enfin, c'est bien, quoi. C'est bien. C'est une bonne nouvelle. Daniel Cosna a rencontré à Célier, un petit village. Donc nous sommes en Tarentaise, nous sommes juste en dessous du col de la Madeleine, un petit village à 1500 mètres d'altitude. Et cette femme est passionnée de nature, notamment elle nous montre un herbier, puis on revient avec vous parler de votre parcours et puis de ce que vous aimez aussi. Les Bretons sont tous passionnés. On part à Célier. Nous sommes maintenant à l'ombre, à côté d'une belle maison qui est refaite depuis peu. Nous sommes avec Daniel, bonjour. Bonjour monsieur. Daniel, vous n'êtes pas originaire de la Savoie? Oh non, pas du tout, je suis bretonne. J'habitais Saint-Brieuc, une très grande ville, et j'ai été séduite en 1969 lors d'une colonie de vacances par ce petit village de Célier. Alors on va vous demander bien sûr ce qui vous a plu ici à Célier. On rappelle bien qu'on est en Tarentaise, on est en dessous du col de la Madeleine. Qu'est-ce qui vous a plu ici? Tout. La montagne, ça différait beaucoup de la mer, bien sûr. Alors c'est le paysage aussi qui vous a séduit? Le paysage est magnifique. Et j'adore la nature. J'étais dans l'enseignement en éducation physique, donc habituée à être toujours dehors. Et ici, je suis dehors de 5h30 le matin à 9h le soir, mais après 9h, il ne faut plus me chercher. Après, vous dormez? Après, c'est fini, oui. Donc vous profitez au maximum de vos journées ici à Célier? Je me lève avec le soleil et je me couche avec le soleil, comme les vieux, vous savez. C'est un rythme naturel auquel on pourrait peut-être revenir un jour tout le monde. Je crois que c'est beaucoup plus sain. Les anciens vivaient de cette façon-là. Comme je commence à être un peu vieille, ma foi, alors bon, soyons clairs, vous êtes encore jeune, vous avez quel âge, on peut le dire? 62. C'est encore tout jeune. Depuis combien de temps vous êtes définitivement installé à Célier? Je suis à Célier depuis 2 ans. Voilà. Alors vous n'avez pas manqué bien sûr de travail puisque vous avez beaucoup bricolé autour de votre maison. Bricoler autour de la maison, bricoler à l'intérieur parce que j'ai fait quelques transformations pour rendre la maison plus agréable quand même parce que c'était tout petit, c'était très sombre.
Je me plais très bien ici et j'envisage d'y rester le plus longtemps possible, tout en pensant quand même à un petit appartement en bas, au cas où je deviendrais impotente. Alors parlons pas de ça pour l'instant, parlons des fleurs que vous avez autour de chez vous. Et là, vous les aimez, les fleurs? Oh, j'adore les fleurs et je me promène dans la nature tout le temps et j'ai commencé à constituer un herbier. Alors on va rappeler un herbier, vous collectionnez, ce sont les plantes en général ou les fleurs? Les fleurs, je ramasse, je sèche, je détermine et après je les mets sous plastique oui. Quelle est votre fleur préférée? J'aime beaucoup les anémones. Oui. L'anémone pulsatile, là, qui est un petit peu poilu, là, je trouve ça très joli. Alors comment on fait un herbier? On se promène en montagne, on regarde un peu les fleurs et puis on est content quand on découvre une fleur qu'on n'a pas. C'est sûr, on regarde tout. Je vous dirais même que l'année dernière, j'étais tellement obsédée que lorsque je descendais en ville, je m'arrêtais au moins 6-7 fois en voiture parce que j'avais repéré quelque chose sur le bord de la route. Et alors, il faut la garder suffisamment fraîche, de façon à ce que vous puissiez la mettre entre des journaux en arrivant, avec une pierre ou quelque chose dessus, puis attendre quand même longtemps pour qu'elle sèche. Et après, ça occupe mes soirées d'hiver, de déterminer, puis de... Alors l'hiver, vous faites aussi, Daniel, des balades en raquette, donc vous êtes sportive et ça n'arrête pas. Et vous allez où en général ? Je vais aux alentours du village, mais j'arrive à faire, je vous dis avec la chienne, parce que j'ai toujours mon petit podomètre là, à la ceinture, 6 à 8 km tous les jours, en partant ou vers le col de la Madeleine, ou alors vers là, aux environs, partout. Avec Chippy qui vous suit partout. Chippy suit partout depuis qu'elle avait 3 mois. Ah oui. Ouais. Elle a commencé à faire de la montagne toute petite parce que je venais déjà l'hiver. Avant de m'installer, je venais déjà passer des hivers ici. Et là, je suis installée définitive. Alors Daniel, vous qui êtes maintenant enraciné à Célie, est-ce que la Bretagne ne vous manque-t-elle pas trop ? Non, pas du tout, parce que c'est spécial en Bretagne. L'hiver, il fait trop froid pour aller au bord de la mer. L'été, vous avez du monde, vous marchez sur des corps sur la plage. Donc non, moi ça ne me manque pas. Et puis vous avez créé une sorte de vraie famille ici avec les voisins qui sont autour de chez vous à Célier. Ah oui, nous nous entendons bien. Vous savez, ça c'est le mot de passe en montagne, parce que on peut avoir besoin de quelqu'un en hiver. Quand vous descendez et qu'il y a de la neige, qu'il y a une petite avalanche qui tombe, eh bien chacun se donne un coup de main avec sa pelle, parce qu'on a toujours les pelles dans les coffres pour déneiger, pour pouvoir aller faire les courses. J'allais vous le dire, est-ce qu'on n'est pas parfois on se sent pas un peu isolé, puisque c'est un petit village qui est quand même assez loin du bas, et en plus il y a les avalanches. Moi je ne ressens pas cette solitude, pas du tout. Non. J'ai mon petit congélateur, je fais toutes mes conserves l'été, je fais mes confitures de myrtilles, de framboises, de tout. Que vous ramassez dans la région. Ah bien sûr, oui. Et sans le peigne, comme ça. Tout à fait. À la main. À la main, une par une. Une par une, oui, pour ne pas détériorer les plants. Eh bien, vous voyez, c'est lié ce qui se passe. Ça, c'est unique dans cette émission de la place du village, ce témoignage, cette vie simple, mais ce bonheur au quotidien pour vous, Daniel. Ah, le bonheur au quotidien. Comme me disait un touriste, un randonneur, c'est un lieu propre à la méditation. Et c'est vrai, et comme en vieillissant, on devient sage, eh bien, et là, alors, on profite à fond de la vie, je vous assure. C'est une vraie philosophie de la vie que vous avez ici. Oui. Oui. Moi, j'ai abandonné tous mes soucis, parce que j'en ai eu aussi. Et je vous dirais qu'au point de vue santé, je me porte mieux. Je faisais un peu de tension, je n'en fais plus. J'avais un cœur qui était trop rapide, il est redevenu tout à fait normal. Donc, pourquoi partir ailleurs ? Eh bien, écoutez, c'est ça qu'on vous souhaite, de rester le plus longtemps possible ici, avec les amis, avec bien sûr votre maison, ces beaux paysages. Merci de nous avoir reçu, Daniel, la Bretonne, adoptée ici en Pays de Savoie. On est très heureux de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et Roger Lecrase est très heureux de voir presque une compatriote bretonne, on peut dire. Mais il y a beaucoup de Bretons dans la vallée verte. Oui. Alors, il paraît que le climat n'est pas terrible en Bretagne et que finalement... C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'est pas terrible, c'est humide, quoi. C'est très humide. Et c'est ça que... Il fait beau en Bretagne. Il fait beau, mais apparemment, la montagne, ça vous gagne et ça soigne aussi. Ça soigne, oui. Alors, il y a quand même une formule qu'on entend souvent. Nous, vous la connaissez, breton en tête de... De con, on dit. Vous dites ça, Et Savoyard, tête de l'art. Alors, ça veut dire que les Savoyards et les Bretons s'entendent bien. Et nous, on a rencontré souvent des couples
savoyard et breton, et ça fonctionne. Il paraît que ça pète de temps en temps, mais ça fonctionne quand même. Vous confirmez? Oui, c'est sûr. Peut-être dur, quoi. Peut-être dur. Oui, ça correspond aussi à l'histoire de ces pays, finalement, des pays souvent rudes. Il a fallu se battre. Ça forme aussi un tempérament. Je crois que c'est ça. Alors, Bretagne, parce qu'on m'en parlait, vous êtes parti, on va le dire, en 2001. On a la photo, là. On a la photo du départ. C'est le 3 mars 2001, c'est le 3 mars. À pied. Et on voit d'ailleurs sur cette photo ici, c'était donc ça, à Quimperlé, c'est chez vous. Voilà, en fait, je suis parti d'un peu plus loin. Je suis parti de Riec-sur-Belon, qui est la capitale de l'huile bretonne. Voilà. Et là, mon vrai point de départ, c'était Quimperlé, ma ville. Et on voit le drapeau savoyard et le drapeau breton. Vous partez à pied pour près de 1300 km pour rejoindre Aberpoche. L'objectif, on va quand même le dire, c'est pour la paix dans le monde. Voilà. Et on a la photo d'arrivée. La photo d'arrivée ici. J'étais arrivé déjà depuis un moment, mais ça a été pris... dans la neige. Dans la neige, c'était au mois d'avril. C'était où, là? C'était où? La Fully. Au-dessus de Villars-sur-Bouège. Villars-sur-Bouège. Donc le 6 avril. Alors, allez Roger, qu'est-ce qui fait que on se bouge, on se déplace pour la paix? Il y a une urgence de paix dans le monde. Moi, comme ça, quand on me voit, je parais dur, ça, mais j'ai un gros cœur. Et puis, un grand cœur. J'aime pas... mois de janvier, mois de mai, j'étais à Paris et tout. Quand je vois dormir des gens par terre, à l'époque à laquelle on vit, moi, ça me marque, quoi. Quand arrive l'hiver, pareil, de savoir tous ces gens-là qui n'ont pas les moyens pour... moi, ça me touche beaucoup. Vous avez un œil sur le monde. Ouais, un petit peu partout, mais c'est pas moi qui va refaire tout le monde. Tout à fait, mais quand même, ce qui est fait par vous, c'est un acte qui peut inciter aussi d'autres à aller plus loin. Et c'est pas n'importe quel geste, 1300 km, 30 km par jour. Il faut le faire. Alors, comme il a son accordéon, Roger, en profitez. Allez, c'est improvisé. Un petit morceau, tout de suite, là. Montagne d'Italie. Tiens, est-ce que vous l'avez, celle-ci? Un grand classique. Allez, 30 secondes. On a envie d'applaudir. Il démarre au quart de tour. C'est un plaisir. Je veux dire, on a ce qu'on veut quand on veut dans cette émission. Ça se passera comme ça jusqu'à la fin. On en profitera tout à l'heure. Jean-Noël, maintenant, on va changer de direction. On va emmener Roger, non plus avec un breton ou une bretonne. C'est un vrai savoyard. On part en Maurienne avec un tempérament un peu comme les bretons aussi, probablement. Pareil. On a rencontré là-bas Charles Michelin. C'est dans un petit hameau au-dessus de la commune de Saint-Pierre de Belleville. C'est en Basse-Maurienne. Attention, rien à voir avec Saint-Martin, Saint-Jean de Belleville. Qui sont tarentaises. D'accord, oui. Et il me raconte la vie justement dans ce village. On retrouve d'ailleurs le vieux four. Et puis il y a une scène où on parle des Allemands qui sont venus brûler en partie la maison. L'émotion, et puis on ouvre sur les paysages de Maurienne enneigés. C'était au printemps. J'ai été en colonie de vacances à Saint-Jean-de-Maurienne. Le baron des Abers à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà. Des souvenirs pour vous, tiens, regardez. Four à pain bien retapé appartient au hameau du Châtelet. Nous sommes maintenant au-dessus du village de Saint-Pierre de Belleville. Nous sommes dans le hameau du Châtelet avec à mes côtés Charles. Bonjour Charles. Bonjour. Quel est votre âge si c'est pas indiscret Charles? Eh bien je suis né le 20 avril 1920. Ce qui vous fait, si je ne m'abuse, 81 ans, pardon, et vous êtes né derrière. Là. Voilà, dans la maison qui est à côté là. Alors, nous sommes, on l'a dit, au-dessus donc du bourg de Saint-Pierre, de Belleville. Oui. Ici, c'est un hameau qui est encore un petit peu habité aujourd'hui. Eh oui, il y a encore un habitant toute l'année, qui s'appelle Villard, qui a acheté la propriété de mes grands-parents. Alors, parlez-nous justement de la vie de ce hameau du Châtelet, quand vous aviez 20 ans ou 18 ans. Alors, quand j'étais tout petit, il y avait donc mes grands-parents, Piton, qui habitait là, une tante, Brun, Madame Brun qui habitait là, Bugnan à côté et Perrier en bas où maintenant c'est acheté par Bugnan. Alors ici, il y avait, mon grand-père avait 3 vaches et un mulet. C'était pas riche. Hein. C'était pas riche. Ma tante avait 2 vaches. Bugnan, ils en avaient 2. Et Perrier habitait là que l'été.
Autrement, il était à Argentine. Mais comment on pouvait vivre avec quelques vaches et un mulet autrefois? Eh bien, on mangeait son fromage, sa tome, et puis on avait son beurre qu'on faisait cuire, qu'on mettait dans des jarres pour conserver, parce qu'autrement, on n'en avait pas toute l'année. Et voilà, et puis on avait un cochon, chaque habitant avait un cochon, élevait un cochon, qui est tué à l'automne. Alors qu'est-ce qu'on buvait justement ici? Alors on avait des vignes, plus bas. Et on buvait du vin de pays, pas très bon, assez acide. Alors, vous êtes donc né effectivement ici, oui. Et vous avez donc vécu ici. Quelle était la vie de ce village? Parce qu'effectivement, on se voyait régulièrement, on se rencontrait ici. Eh bien, devant le four. Ah oui. On faisait le pain tous les 15 jours, tous ensemble, chacun apportait sa quantité de levure, de farine pâtée, et on faisait chacun 3-4 pains pour 15 jours, pour tout le village. Alors bien sûr, ça a bien changé parce que cette page est révolue pour vous. Vous avez de la nostalgie à revenir, par exemple, comme aujourd'hui, ici, sur le lieu de votre enfance. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, bien sûr. Mais vous n'habitez plus aujourd'hui ici, hein? Alors j'habite dans la vallée, mes parents ont acheté dans la vallée et j'habite dans la vallée, où j'y ai passé toute ma vie depuis la Libération. Alors votre grand-père qui vous a élevé ici est parti, lui, ramoneur, c'est ça, à Marseille? Alors mon grand-père était né au village du Bas, là, voilà. Belleville. Et il est parti à 11 ans, ramoneur à Marseille. Ses patrons étaient des Villards, de Saint-Colomban-des-Villards. D'accord. Des patrons ramoneurs. Ils sont partis à pied à Marseille, avec dans la musette pour manger des pommes de terre cuites rondes et un sérac. À pied depuis ici jusqu'à Marseille. Voilà, oui, en passant par les montagnes, mais il m'a bien expliqué, mais je ne me souviens plus exactement où ils sont passés. Un autre fait d'histoire a marqué aussi votre vie ici au Châtelet, dans le hameau qui appartient à la commune de Saint-Pierre-de-Belleville en Campasses-Maurienne. Oui. Ce sont les Allemands qui ont mis le feu, en tout cas partiellement, à la bâtisse de votre grand-père. Ah bien oui, mais les Allemands, on les avait embêtés, les Allemands, hein, on leur avait tiré dessus, oui. Et alors ils nous ont envahis là. Et puis on s'est sauvés, bien sûr, puis ils étaient plus forts que nous. Et là, ils sont restés, il n'y avait plus que les personnes âgées. Alors, ils ont arrêté mon grand-père avec un nommé Vernet, qui était venu se cacher, qui était de la Corbière. Ils les ont pris là, ils les ont descendus vers l'église. On a cru qu'ils allaient les fusiller. Et puis, comme c'était deux personnes très âgées, handicapées un peu, ils les ont relâchés. Et mon grand-père, quand il est arrivé là, le feu prenait à la paroi que vous voyez. Parce que les Allemands ont mis le feu, mais pas n'importe quoi, justement. Alors, les Allemands avaient mis le feu dans un tas de cahiers que j'avais de l'école. Alors, ça a brûlé tout doucement, et le temps qu'ils reviennent, ça prenait feu à la paroi. Et il a eu le temps de venir prendre de l'eau à ce bassin, parce qu'on n'avait pas d'eau et d'éteindre. Voilà, il a sauvé sa maison comme ça. Charles, dites-nous aussi comment le dernier prêtre a quitté la paroisse de Saint-Pierre-de-Belleville. Alors, le dernier prêtre a quitté la paroisse de Saint-Pierre-de-Belleville parce que mon arrière-grand-père a loué la cure à un particulier qui s'appelait Boissonnet. Il a fait ça parce qu'il s'était trouvé très malade, on le croyait mourant, et le curé était venu à la maison avec un papier et il lui faisait signer ce papier. Sur ce papier, il confiait ses biens et sa famille à l'église. Et le beau-père de mon arrière-grand-père, qui s'appelait Bouclier, qui était de la Corbière, du village en bas, est arrivé sur l'entrefaite. Et il a vu ce qui se passait, il a mis dehors le curé, donc il a sauvé la mise. Et puis, quelques années après, mon arrière-grand-père s'est présenté maire, il a été élu, et il a loué la cure à un voisin qui n'avait pas de maison à l'époque, qui s'appelait Boissonnet. Voilà, et c'est comme ça que le curé est parti. Eh ben, c'est une drôle d'histoire. Et depuis, on n'en a plus. Eh bien, écoutez, Charles, on vous remercie de nous avoir... Et voilà, donc on n'a plus de curé, là, vous voyez, un petit village, un petit hameau, avec toute cette histoire riche, eh bien, c'est un peu partout en France, hein. Chaque village, chaque hameau a son histoire. Et c'est pareil en Bretagne, hein. Ouais, c'est pareil. Ben justement, que j'ai fait ma marche là, en traversant la France profonde, incroyable ce qu'on peut voir. Et ça, c'est qu'à pied.
Même à cheval, on ne le voit pas. Oui. Moi, je fais du cheval en Vallée Verte, mais on ne le voit pas. Il est capier, quoi. C'est incroyable. J'ai découvert, j'ai vu des choses. La France est belle, Roger. Ouais, très très belle. La France est belle. Très très belle. Et la musique est variée en plus. Vous êtes capable d'interpréter des morceaux savoyards, des morceaux bretons et d'autres régions. Bien du jazz, du blues, de la variété française, étrangère. À l'image de la France, vous êtes finalement multiforme. Oui, on peut appeler ça comme ça, si on veut. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit cadeau, là, une petite balade irlandaise, quelque chose comme ça? Vous savez faire ça? On peut faire. Ouais, j'ai mis des piles neuves, ça marche pas, il ne faut pas le dire. C'est très beau en plus. Yeppa. Bravo. C'est Ah, bien, il y a c'est la une culture. composition. Non, c'est pas de moi. Ça. La culture celtique jusqu'ici, voilà. Bah voilà, c'est l'ouverture aussi de nos régions finalement sur les autres. Hein. Ouais. Alors, on va poursuivre, nous, avec un autre personnage, maintenant, Jean-Noël, direction... On part à Chilly. Chilly, avec l'ancien maire de Chilly. Il a été maire de 1958 à 74, ça ne rajeunit pas. Oui. Ça fait partie de nos archives et c'est une rencontre intéressante. Juste après, on retrouve le baron des Abers, son accordéon et ses passions. A tout de suite. Marius, bonjour. Alors bonjour. Marius, on aura le plaisir de discuter avec vous ici dans le hameau de Novéry, c'est bien ça, Novéry, c'est ça, oui. Et Marius, vous êtes l'ancien maire de Chilly. Oui, c'est exact. Rappelez-nous à quel moment vous avez été maire. J'ai été maire en 58. Le maire d'alors avait démissionné pour quelques dissensions au sein du conseil municipal. Et puis j'ai été réélu. Jusqu'en 74, j'ai démissionné pour raison de santé. D'accord. Oui. Ça vous fait quel âge, Marius, aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 85. J'avais commencé les 86 le mois prochain. Eh bien, on vous souhaite déjà un bon anniversaire. Ben, merci, oui. Donc, au mois de juin, votre anniversaire, c'est bien oui, ça. Hein. C'est ça. Le combien? Le 11 juin. Eh bien, écoutez, voilà qui est déjà fait. Oui. Donc, bon anniversaire. Marius, avec vous, on va parler un peu du passé de la commune de Chilly. Vous êtes né ici même, hein? Oui, voilà. Je suis né à Chilly. Parlez-nous un petit peu de ce Chilly d'autrefois. Comment c'était cette commune de Chilly? Comment on vivait ici? On vivait comme dans toutes les autres communes rurales. Oui. C'est une commune agricole. Oui. Votre métier, c'était quoi, vous? Agriculteur, oui. Donc vous avez travaillé la terre, vous ici, à quel âge vous avez commencé à travailler la terre? Après l'école primaire, à 12-13 ans. Oui. C'est-à-dire j'étais au hameau d'Arogne. Et j'avais loué ici, une propriété. D'accord. Et j'ai fini par l'acheter, quoi. Oui. Et alors, vos parents avaient combien de vaches? Oh, 4-5 vaches, oui. Et vous, c'était une petite propriété. propriété, comme d'ailleurs beaucoup de gens ici. Ah oui, évidemment. Alors, c'était une propriété où il y avait une dizaine de vaches. Ouais. C'était une grosse propriété. C'est important, ça. Déjà important, oui. Oui. Vous êtes intéressé par l'histoire locale ici? Oui, oui. S'il vous plaît. Oui. Oui. Alors, Vous avez été maire, on l'a dit, mais alors dites-moi, Marius, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez été maire? Qu'est-ce que vous avez construit, réalisé, quelque chose d'important dans la commune? oh, c'est-à-dire, il y avait une bien importante. Oui. C'est surtout le conseil municipal, c'est surtout le travail des routes. D'accord. Oui, on a goudronné des routes. Puis aussi l'eau. L'eau, ça avait été le... Votre meilleur souvenir en tant que maire, Marius, c'était quoi? Oh, je peux pas... Le plus beau souvenir, je sais pas, un mariage extraordinaire, un ministre qui est venu dans la commune, peut-être, j'en sais rien. Hein. Non, bien qu'il y a eu le président du conseil général qui est venu à mairie, Lavie, monsieur Lavie. Il mariait un de ses neveux, je crois, une fille de Chilly. Alors, ça, évidemment. C'est important pour vous, en tant que maire, de recevoir le président du département. Ah ben certainement, bien sûr. On a beaucoup de relations avec le président du conseil général.
surtout que c'était un brave homme aussi. Oui. Et le plus mauvais souvenir, Marius, de votre mandat de maire, c'est quoi? Oh, Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu, je sais pas, moi, une difficulté importante, quelque chose qui vous a marqué? oh, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas eu, vous savez, de... Oui. Oui, le conseil municipal est toujours bien. J'ai été d'accord. En fait. Et alors, justement, quand on est maire, c'est quand même... Il y a deux choses. Il y a la fonction qui est assez honorifique quand on fait un mariage, quand on représente la commune, malgré tout. Et puis, il y a les petits ennuis. Vous, qu'est-ce que vous retenez de cette fonction de maire? C'est le côté cocarde, chez Chartres Tricolore ou non, travail non. sur le terrain? Ah, c'est plutôt le travail sur le terrain. C'est ça qui vous plaisait? Et puis, je ne sais pas moi, cette présence avec les gens, vous savez, surtout les personnes humbles, tout ça, oui. Ça, c'est votre côté qui vous porte à aller voir les gens du Voilà, village, oui. y compris ceux qui sont en difficulté. Voilà, c'est ça, c'est ce que... C'est ce souci des gens. C'est bien sûr, oui, oui. Ah, sans oublier tout le monde, tous les autres. Tout à fait. Mais enfin, c'est ce que vous voulez, c'est là de fraternité. On sent chez vous cette simplicité, cette humilité dans votre propos. Hein. On le sent encore Je sais aujourd'hui. pas, mais enfin... Marius, un grand merci pour ce témoignage de votre vie et de celle du village. Eh bien, ma foi, c'est moi qui vous remercie. Et bonne santé surtout à vous et à votre famille. Merci. On va donc... Et voilà, les témoignages qu'on les aime justement, tranquillement, en toute simplicité. C'est ça la place du village, la grande place du village revient dans un instant avec le baron des Abers, avec de la musique et puis encore les exploits qu'il a déjà fait dans cette carrière et puis surtout cette origine bretonne et ce caractère bien trempé, un homme de cœur dans un instant. On se retrouve tout de suite. On va se retrouver surtout avec Ginette Gelon. Ça se passe à Villars-Léger. Elle cueillait ses haricots. C'est un grand moment juste après la pub. A tout de suite. Retour sur la grande place du village, Jean-Noël, avec notre le baron invité, des Abers, Roger Lecrase. Avec l'accordéon toujours, hein. Toujours avec l'accordéon. Hein. Toujours. C'est ma fiancée préférée. Oui. Alors l'humour, ça vous plaît aussi, Roger? Ah oui, j'adore ça. Vous aimez... D'ailleurs, dans les soirées, suivant comment est l'ambiance, je pars à raconter des conneries. J'aime voir les gens heureux, quoi. J'aime voir les gens... Et puis, on s'ennuie jamais avec vous. Et puis Roger, attendez, et Philippe, Roger nous fait un petit bruit qu'on aime bien. Ah, oui. Vous allez nous le seul bruit que je supporte à la maison. Allez, est-ce qu'on peut se le refaire encore une fois? Ouais, Allez. un petit coup, alors. Voilà, Ouais. il le fait bien. Il n'y a pas de bouteille par contre. Hein. Non. Avec modération. Avec modération. Alors tout de suite, on vous a promis Ginette Gelon à Villars-Léger. C'était au Je m'en moment souviens, oui. de la cueillette des haricots. Alors je ne sais pas si tu sais à quel moment ça se passe. Je n'ai sur un tracteur, c'est ça? Ginette est sur un tracteur à Villars-Léger, c'est en Comte de Savoie, Roger, vous allez voir ça. C'est une femme qui a une passion pour son tracteur, il faut le dire, pour son métier surtout. On l'a rencontrée il y a au moins une dizaine d'années. Eh bien, on la retrouve tout de suite, Ginette, et puis juste après, on retrouve le baron des Abers. Ginette, vous savez que ça nous fait plaisir parce qu'on se connaît déjà. Oui, j'ai déjà vu à La Rochette, au marché de La Rochette. Oui, c'est bien. C'était au mois de juin, aujourd'hui on est le 24 septembre. 24 septembre aujourd'hui, oui. Et vous êtes en plein travail. Je suis en train de rentrer les haricots pour les faire sécher pour l'hiver. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Vous arrachez tout, vous coupez tout? Puis je les mets dans une grange pour les faire sécher pour les dégrouiller cet hiver. Vous les dégrouillez. Dégrouiller, oui. Les défaire, quoi, comme ça, oui. Alors vous en faites quoi après? Mais après, je les vends. Je les vends à monsieur Grelin à La Rochette qui vient, je les vends pour la semence. Oui. Ginette, ça se vend combien le kilo, les haricots? Moi, il me les paye 30 francs le kilo. Moi, il me les paye. Mais lui, il les vend 200 francs. 200... oui, 200 francs, lui. Oui. Combien de kilos de haricots vous arrivez à... J'en avais fait 50 kilos. Oui. Mais cette année, ils sont beaucoup abîmes. Il y a eu la maladie, ils sont beaucoup abîmes cette année. Oui. C'est quoi comme espèce? Des crochus blancs de Savoie. C'est les meilleurs. Ils sont bons, oui. Mais je mets des crochus, je mets des cerises et des cafés au lait. Ah oui. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre Ils tout sont ça? meilleurs haricots rames que les bassets. Ah oui. Ils sont meilleurs, c'est pour ça que j'en remets. Ils font quelle hauteur ceux-là? 2 mètres.
Plus de 2 mètres. Ou Moi, 2, je fais 1m80, il faut quasiment 3 mètres. 3 mètres, oui, oui, sûrement, oui. Alors, ils ont commencé à pousser à quelle saison? Je les mets à la Saint-Didier. À la Saint-Didier, les haricots plein de panier. Le 22 mai. Ah, ça, c'était une belle formule. À la Saint-Didier, les haricots plein de panier. Tout le temps. Les haricots, ils crèvent froid. Il faut mettre que ça fait chaud. Oui. Ginette, en l'espace d'une saison, ils vont prendre 3 mètres de hauteur. Oh oui, oh oui. Ça prend combien par jour? Oh, je sais pas, je fais pas attention. Ça dépend tout le temps qu'il fait. Si ça fait chaud, ils poussent vite. Oui, oui. Les rames, c'est vous qui les mettez aussi? Oui, bien sûr, oui, tout. J'aime bien travailler la terre, moi. J'ai toujours bien aimé. Mais c'est assez pénible quand même. Mais forcément, je traisais toutes les vaches à la main. Voilà. Pas de machine. Jamais une machine, je dis, plus de fait à la main. Puis moi, je travaille comme les montagnards, avec les pouces. Avec les pouces. Dites-nous avec les pouces, comment ça se passe alors? Comme ça. Ah ouais. Comme ça, puis ça va bien. Les vaches en bois dur, on les traite. Ouais. Ah ça, j'ai toujours aimé, depuis, je n'aimais pas aller à l'école, j'aimais bien travailler la terre. C'est comme ça, moi. Ginette, ça vous fait 60 ans aujourd'hui? 60 ans au mois de juillet, j'ai eu. Je les ai fêtés toujours avec tous mes voisins. Ouais, et tout le monde était content. Ils m'ont fait un gros cadeau parce qu'ils m'ont acheté un four électrique. Ah oui. C'est sympa. Ah oui. Pas plus un petit, un grand. Ah oui. Mes voisins, de toute façon, ils m'aiment tous bien. La retraite, Ginette? Ça y est, j'y suis. Ça y est, j'y suis en retraite. Les bêtes sont parties? Ah oui, il y a 2-3 ans, j'étais en invalidité, je ne peux plus travailler. J'avais de l'arthrose dans les genoux. Alors, ils m'ont mis en invalidité. Mais je bricole encore un peu quand même. C'est pas que du bricolage, on est témoin, c'est du gros travail. Ah oui, il faut bien s'occuper un petit peu, autrement le temps est long. Ginette, il faut être franc avec nous, vous ne pourriez pas vous passer de la terre et puis des travaux agricoles? Ah ben, je travaille toujours un petit peu. Il faut qu'il y ait une activité, autrement après on ne peut plus bouger. Vous savez, il faut travailler quand même. Il y en a qui ne veulent pas travailler, mais moi j'aime encore travailler. On a vu un jardin immense derrière là. Ah, c'est le mien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout, il y a des poireaux, des carottes, de la salade, des céleris, il y a tout. Tout, il y a tout. Faire la soupe et tout, il y a tout. À la terre, il ne faut pas acheter ses légumes, il faut les faire soi, même sont meilleurs. Ah si. Vous n'achetez jamais quoi que ce soit? Ah non, non, non. Nos produits. Eh oui. Ginette, vous êtes seule? Oui, toute seule. Je suis bien, je trouve bien toute seule. Votre mari? J'en ai point. Le bon Dieu m'a préservé. C'est pas gentil, Ginette, ça. Ah si, mais non, j'en ai point. Moi, à la ferme, on dit que c'est plutôt le travail des hommes. Vous prouvez que c'est pas vrai? Oh ben, c'est bien un peu pénible, mais enfin, celui qui aime travailler la terre, moi j'ai toujours aimé travailler. J'aurais jamais voulu aller en usine, moi. Je ne peux pas voir enfermé. Je reste même pas dans la maison, je suis en dehors. Je peux pas voir dedans. C'est ma vie. Je suis comme ça, je suis bien dehors. Voyez. Ginette, à Villars-Léger, tout le monde vous connaît? Oh là là, qui c'est qui connaît pas Ginette à Villars-Léger? Si. On dirait même dans le canton, tout le monde vous connaît. Ah oui, mais partout, hein. Vous voyez, à La Rochette, partout, même à Chamoux et tout. C'est quoi votre secret? Vous avez un punch extraordinaire, vous avez une santé, vous avez des rhumatismes. On croit pas que on pense pas que c'est vrai, nous. Ah, mais faut pas y penser. Mais il y a pas longtemps que ça fait 2 ans que j'ai des rhumatismes. Mais j'ai toujours travaillé dur. Lever à 3 h du matin pour les ficeler le tabac dans le temps. 3 h du matin. Ça, il faut ficeler le tabac, oui. Ah oui. Quel regard vous portez sur les habitants de Villars-Léger? Comment ils sont, ces habitants de Villars-Léger? Vous qui les connaissez tous. Mais ils sont tous gentils. J'ai pas à me plaindre, moi, quand je peux leur rendre service, j'y manque pas. Pour moi, ils sont tous gentils. Oh, il y a même des fois qu'il y en a qui sont machines, mais enfin, pour moi, ils sont tous gentils. Pourquoi faire des misères aux gens? C'est pas la peine. Non. Ginette, vous avez toujours cet humour, cette bonne humeur? Tout le temps. Les gens me voient jamais tant avec le sourire, moi. Alors, Ginette, nous, on parle beaucoup de la société, on dit que c'est triste, on dit que ça va pas, on dit que les gens sont désespérés, mais à vous voir, c'est tout le contraire. Oh ben non, faut prendre la vie du bon côté. Celui qui prend la vie du mauvais côté, ça va plus. Moi, je prends la vie comme elle vient, puis voilà. Puis c'est tout. C'est une philosophie. Eh oui, bien sûr. Et pourquoi faire autrement? Oh, mais moi, je me plais comme ça. Puis voilà. Nous, on vous aime comme ça aussi. Oui, c'est bien. Mais vous faut aller voir Éric Aguetas, si vous voulez voir. Il a de grandes propriétés, des bêtes, lui. Hein. Oui. Ginette, une de vos passions aussi, c'est le tracteur. Ah, ça, le tracteur. Hein. Ah, ça me plaît, ça. Ah, si j'ai pas de tracteur, hein, parce que je labourais, je faisais tout dans le temps. Je fauche, tout, moi, avec le tracteur. Tout. C'est votre compagnon. Ah ouais, ça, c'est mon point faible, ça. Le tracteur, ça marche. J'ai plus de conduit de tracteur qu'une voiture. Ah oui. Parce que la voiture, il n'y a pas longtemps que j'ai le permis, mais le tracteur, il y a longtemps que je le conduisais. Le permis, ça fait 15 ans que je l'ai. Ah ouais. C'est quoi comme marque? McCormick, international. C'est vous qui l'avez choisi? Oh non, il a 20 ans.
Ouais, c'est le patron qui l'avait choisi, qui l'avait changé. C'est un bon compagnon. Oui. Ah si, je vais au champ avec. Quand je peux bien marcher, je vais avec le tracteur et puis ça y est. Et puis voilà. Ça aide aussi. Oui, oh là, regarde, tu fais charrier les haricots là-bas. Oh là, j'y abandonne. Mais c'est pas facile ce travail quand même, parce que c'est souvent physique. Un tracteur, il faut accrocher la remorque là, elle est derrière nous. C'est zéro ça. Non, c'est facile ça. Mais j'y fais ça. Faut être costaud. Oh ben, c'est sûr. Mais c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave ça. L'image de l'agriculteur, c'est quand même un travail difficile, c'est plutôt réservé aux hommes. Oh, ben il y a des femmes qui le font aussi. Moi, à la télé, des fois, je vois passer, il y a des femmes qui font l'agriculteur aussi. Je suis pas la seule. Heureusement. Eh oui. Sinon, à part ça, les loisirs, vous faites quoi? Moi, je sors pas. Maintenant, je peux pas bien sortir, mais j'écoute je regarde les machins à la télé. Si des fois on m'invite à aller à un endroit, j'y vais. Puis voilà. Cet été, j'ai été à la fête du four à Charleroi. Là, j'aurais dû venir. Là, j'aurais dû venir là. On n'a pas pu venir malheureusement, mais on le regrette beaucoup parce qu'il paraît que c'est très très bien. Ah, il y avait du monde, hein. Oh là là, ils ont fait 450 repas. Là, c'était bien. Vous vous promenez un petit peu dans les pays de Savoie, des fois? Non, je veux pas. Vous connaissez la Haute-Savoie? Non, jamais été. Non, je veux pas. L'an d'hiver, je vais pas plus loin que Pontcharrat. Et à Chambéry, j'y vais déjà pas toute seule. Je connais pas Chambéry. Jamais allé à Chambéry? J'y vais, mais je prends quelqu'un. Non, je sais pas quel côté il faut sortir et rentrer. Je me perdrais. Vous n'êtes pas une dame de la ville? Non, non. Parce que quand j'ai appris à conduire, jamais été en ville, ça a été dur. Hein. Ah non, j'aime mieux la campagne. En ville, j'y vais pas. Faut vite m'en aller si j'y vais. Le plus loin où vous êtes allé, vous, c'est où? J'ai été à Grenoble. Plus loin, c'est Grenoble. Mais puis à Chambéry, mais autrement, non. Jamais trop quitté la Savoie? Non, on est bien, Savoie. Oui. C'est joli, la Savoie. Ils partent en vacances, et là, c'est pas joli, la Savoie. Oh là, bah. Il rigole, hein, le monsieur. Vous le connaissez, le monsieur? Oui. En fait, je le vois pas à la télé aussi. Il est toujours caché derrière la caméra, on le voit pas. C'est Francis Del Rio. Il a le sourire facile. Oui, je vois bien. Il est comme Nous moi. aussi. Comme vous. Voilà. Quel personnage, Ginette, franchement sympathique, et puis convivial, et puis qui aime justement la nature, son tracteur. Et à la Saint-Didier, Jean-Noël? Eh ben, des haricots plein de paniers. Hein. Plein de paniers. Et ça marche. Hein. Alors, Ginette, on vous a vu la regarder avec beaucoup d'émotion, Roger. C'est un personnage qui vous plaît? Oui, c'est des personnages qui sont marquants, qui apportent beaucoup au fait aux autres. Et lors de ma traversée de la France, j'en ai rencontré beaucoup et j'ai appris plein de choses avec ces authentiques. gens. Hein. Ah, ouais. Vous aimez les gens vrais? Vous les aimez. Ah, ouais. D'ailleurs, vous avez dû voir plein de gens et plein de villages, justement, dans votre parcours entre la Bretagne et ici en 2001. Ouais. Et puis des gens connus. Ouais, enfin, pas dans la balade. Hein. Pas ma traversée, mais en dehors, oui. Oui. Lino Ventura, par exemple. 3 fois. 2 fois à Paris, la première fois à peine 5 minutes. La deuxième fois, j'ai été 1 heure entière avec lui. Ouais. On a parlé d'enfants handicapés, bien sûr. Son association, Personnage. Ouais. On a parlé de la Bretagne, on a parlé de musique et on a parlé aussi de cuisine, quoi. Ouais. Et puis, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Puis la troisième fois, j'étais dans le train, je revenais de Paris. C'était plusieurs années après, et il se souvenait de moi. Il m'a appelé par mon prénom, il m'a dit bonjour Roger et tout. Ça m'a marqué, c'était un sacré bonheur. Alice Aprich également? Ouais, j'ai mangé un soir avec elle, elle m'a invité. Enfin, c'est toute une histoire, on s'est rencontrés. J'étais au service militaire à Paris, dans le 16e, enfin à l'école militaire, mais bon, le 16e est à côté, au Trocadéro, quoi. Je l'ai rencontré dans un bar, puis on a discuté, puis le lendemain, on dînait ensemble, et j'ai gardé le contact avec elle jusqu'à, on va dire, 8 jours de sa mort. D'accord. Et vous avez un rêve, Roger, on va le dire, tiens, on va lancer un appel, vous aimeriez rencontrer un accordéoniste très célèbre. Ouais, que j'ai vu de dos, mais quand j'étais justement à l'école militaire... C'est Verschuren, non? Non, c'est pas Verschuren. Non, je crois pas, non. C'est Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing. Ouais. Et ça, c'est un véritable rêve que vous avez là. Oui, j'aimerais, c'est pas pour rencontrer l'homme politique, mais le musicien, puis mon plaisir, ce serait de jouer avec lui. Et puis même, je propose une chose, si jamais quelqu'un m'entend, il y a, je sais pas, une occasion, par exemple, de solidarité, faire quelque chose à faire par chez lui, là-bas, je suis d'accord. Les Auvergnats nous regardent. Ben voilà, tiens, on lance l'appel, tiens. Et si on leur offrait les fiancés d'Auvergne, tiens. Tiens, un petit cadeau, tiens. Allez, c'est parti.
Voilà, Alors le rêve, c'est de l'avoir avec Giscard d'Estaing, donc, en duo. On ira vous filmer avec lui. Je trouverais ça. Si quelqu'un peut le faire, il nous contacte à la télé, on fait suivre le message et on sera là pour vous filmer avec Giscard. Tiens. Ah, pas de souci. Voilà. Ah bah tiens, on sera les témoins. La S'il veut bien. Un baron et un président. Voilà, regardez-moi cette belle rencontre. Vous voyez la Bretagne, l'Auvergne, les pays de Savoie. On repart chez nous, là. Chez nous et en alpage. Et un jour, on était donc en alpage, 4x4, en montagne autorisée, bien sûr, au-dessus de Passy. Vous connaissez Passy, pays du Mont-Blanc. Et là, l'orage éclate. L'orage éclate et on tombe, par chance et par hasard, sur un berger qui gardait ses troupeaux de moutons. Et on parle d'agneaux, on parle de la bonne herbe, et je vous garantis que ça tombait comme le poing. On y va tout de suite, tiens. Bonjour. Bonjour. Et dites-moi, c'est à vous les moutons là? Oui, là, ceux-là, oui. Combien vous en avez de moutons ici? Sur l'alpage là, 150 à peu près. Vous montez régulièrement les voir, les surveiller? Le plus souvent possible. Bon, ça arrive des fois qu'on monte pas pendant 3 semaines, mais comme là je suis monté il y a une semaine, mais là je suis venu amener un bloc de sel juste au-dessus là, pour qu'il y ait du sel en permanence, quoi. Les alpages là de Passy sont bons? Oui, à bonne herbe. Hein. Là, les agneaux, comme là, on en a déjà vendu, au mois d'août, on arrive déjà à faire des agneaux. Hein. Des agneaux de 90 jours, on arrive. Alors là, on se retrouve, on est sous l'orage, il faut le dire, on a eu 3 coups de tonnerre et puis il pleut un peu. Oui. Vous n'avez aucune tenue, vous, aucune protection? Non, j'ai la voiture juste un petit peu plus bas, puis j'étais venu les voir et puis je me suis fait attraper par le temps. Et là, je vais redescendre. Quelle est la première qualité de l'alpage où on est là? Les bêtes, ils sont tranquilles, quoi. L'herbe bonne, je sais pas comment vous dire. Oui. Il faut préciser qu'on est à 2000 mètres d'altitude déjà. Nous, on a quitté Ayer, on était à Ayer tout à l'heure, avant d'arriver au col. Et on a l'impression qu'ici que l'air est pur, tout est mieux qu'en bas. Oui, là, l'herbe, l'air, c'est bien et tout. Et l'herbe, à 2000 mètres, elle est meilleure qu'en bas. Oui. Bon, mais là, des fois, ils vont plus haut encore, ils montent en dessus, là, sur les falaises. Oui. Le sentier sur lequel on est, là, qu'on gravit depuis tout à l'heure, le fait qu'il y ait des touristes, c'est pas gênant pour les moutons? Non. La cohabitation est bonne? Non, ils se tirent, les moutons, ils vont à côté, quoi. Ils s'enlèvent du chemin. Oui. Il faut rappeler qu'on est dans une réserve naturelle, la réserve naturelle de Passy. Oui. C'était une réserve naturelle qui est assez grande, où les chiens n'ont pas le droit de se promener. Donc pour vous, c'est un avantage, ça? Oui, là, en général, ils sont tenus en laisse. Oui, mais bon, les moutons, quand ils dansent dans le chemin, ils ne bougent pas, les moutons. Ouais. Pour vous, la réserve, c'est une chose intéressante? Il y a du bien et du mauvais. Hein. Bon, pour moi, là, ça ne me dérange pas, la réserve. Hein. Ouais. Non, les moutons, ils sont bien, là. Ils vont redescendre quand, les moutons? Vers le 10-15 octobre, on descend. Ouais. Quand début de première neige. Merci beaucoup. Nous, on va vite aller au col, se mettre un peu à l'abri, parce qu'on a été un peu surpris, comme vous aussi, par le mauvais temps. Nous aussi, on se promène en 4x4, il faut le rappeler, qui sont autorisés le matin et le soir, je crois. Oui, il y a 2 horaires, le matin, et puis l'après-midi, il y a 2 coupures. Voilà, 2 coupures. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bonjour, descends. Joue de la prunelle, j'en joue, c'est fou de la prunelle. Tu joues sur ton piano, des noires et des blanches. Voilà ces images de la cantine de Mouette, Jean-Noël. Et ça pleut plus qu'en Bretagne. Hein. Ah oui, effectivement. Et ce jour-là, ça tombait comme le poing. Et il y a dicton, c'était Kersozon qui avait dit, c'est passé à la télé, qui avait dit à Charles Villeneuve, présentateur TF1, Charles Villeneuve était en train de titiller un peu Olivier de Kersozon sur le temps. Et Kersozon l'a stoppé net, lui a dit « Vous savez, monsieur Villeneuve, ici en Bretagne, on a un dicton, il ne pleut que sur les cons. » Il y a eu un moment de silence, et puis après il l'a rajouté « Vous avez de la chance, vous êtes encore sec. » Voilà un peu, j'espère bien, le personnage avec nous, le baron des Abers, un peu déjanté, un peu fou quand même, Roger, parce que on vous a vu pendant le Tour de France, se grimper sur une flèche à 98 mètres pour jouer de l'accordéon. Ouais, petit récital sectique, mais bon, j'avais fait... ma première, c'était en Allemagne, en août 96. Le tube, c'était la Macarena. Ah bah oui. C'était en bout de flèche à 30 mètres d'une échelle de camion de pompier. Quoi. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à vous percher comme ça? Bon, j'aime bien tout ce qui sort des sentiers battus, de l'ordinaire. Et puis sous un hélicoptère aussi, avec un filin, ouais. Avec un filin. C'était pour un truc à base humanitaire. Quoi. Ouais. Alors pour le Tour de France, on le dit bien, c'était donc à Frangy, à Frangy-Beaulieu, ouais. Alors comment on vous regarde les gens, ils disent
Bah, il y a l'hélico, parce qu'au début, j'ai vu 5 hélicoptères, mais passer très au loin. J'avais mis ce qu'on appelle en Bretagne le guenadu, le drapeau breton. Je dis merde, alors j'aurais pas fait ça pour rien. Et puis après, j'ai vu ce gros oiseau blanc là tourner, et puis j'ai vu France 2, France 3, France 4. Ils ont tourné 2-3 minutes autour de la grue, et puis j'ai dit bon, bah, je dois être dans la boîte, quoi. Et puis voilà, aussi l'accordéoniste qui a joué le plus vite possible, puisqu'il a joué à 140 à l'heure. Hein. Ah oui, mais alors là, c'était sur un circuit privé, c'était une journée Porsche. Oui. Et puis, donc, j'étais avec mon meilleur ami Jean-Pierre Guyou, ancien pilote de rallye aussi, et on était invités. Oui. Donc, nous étions les seuls à venir avec une Renault. Il n'y avait que des Porsche. Et là, pour l'occasion, ils ont mis un 4x4. Et j'étais sur le toit du 4x4, pas attaché, bien sûr, tout le monde, c'est pas marrant, les pieds dans l'habitacle. Et le gars, il a tourné sur tout le circuit, 140, 160. Mais on joue quoi, là? C'est pas un slow, quand même? Celtic, ce qu'on veut. Enfin, ouais. Tiens, Celtic, Roger, on a pas un petit peu. Ah ouais, je vais faire un truc que tout le monde connaît, même ici en Haute-Savoie. Ici, ils disent dans la vallée, mais chez nous, c'est une musique de Alan Stivell, qui s'appelle Trimatolo. Ah bah tiens, allez, un petit morceau. Trimatolo, yawon, ah la la, C'est toujours trop court, Roger. Bien sûr. Alors, c'est qu'un extrait seulement. Un extrait à chaque fois. Alors, on quitte la Bretagne, direction la Savoie, direction Fesson-sur-Isère, c'est en Savoie. Et là, Jean-Noël, t'as rencontré ce jour-là Michel Bruno, chasseur et entre autres de sangliers. On se retrouve juste après avec notre artiste au grand cœur, aux passions. Le baron des Abers. Baron des Abers. Monsieur Michel Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, on nous a dit qu'en arrivant à Fesson-sur-Isère, vous étiez un grand chasseur, c'est vrai? Non, un petit chasseur, pas un grand. Vous chassez depuis longtemps? Oh, depuis l'âge de 16 ans. Ah ouais? Ouais, j'ai 56 ans. 58 ans, 59 ans. J'ai toujours pris les permis, enfin, à part l'Algérie et puis le Maroc, quoi. De hier, j'y étais pas. Alors, dites-nous, vous chassez quoi? Ben, tout ce qui est ouvert pendant la saison, quoi. Quel est votre meilleur souvenir de chasse? Oh, ben, ça m'a coûté les sangliers. Ah oui? Ouais. Combien de sangliers vous avez tués, vous? Oh, peut-être une dizaine à tout casser. Pas encore beaucoup. Et il paraît que la chasse au sanglier est très très difficile parce que c'est dangereux, sanglier. Mais non. C'est docile. Docile? Mais oui, faut pas même les vieux? Oh, c'est pareil. Il y a une technique quand même. Mais non, on n'a point. Faut rester là du matin, des fois du matin, de 8h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi, 2h moins 10, j'en ai tiré. Ah ouais? Sans bouger. On a des fourmis dans les jambes à force, non? Ah ben c'est le froid un peu, il faut bien s'habiller parce qu'autrement c'est long si on a froid. Dites-nous, on a vu dans votre maison ici un cerf absolument remarquable. Il date de quand ce cerf? Ah ben il n'y a pas longtemps que je l'ai tué celui-là. C'est le 18... Attends, Marcel, c'est le 18, hein? 18 décembre. 18 décembre. Oui. Vous l'avez fait empailler? Ah oui, je l'ai fait empailler celui-là. Ça, c'est votre plus beau fleuron, ça? Ah ça oui, c'est le plus beau, la bête de ma vie, ça c'est fini, genre jamais j'en retirerai un si gros. Et c'est le seul que vous ayez tué? Ah c'est le seul, oui. Jamais, d'autres. Dites-nous, vous êtes... on m'a dit que vous étiez un peu écologiste sur les bords, c'est vrai? Non. Non, pas écolo, bon, faut pas balancer n'importe quoi non plus dans la nature, mais autrement, non. Alors vous êtes un chasseur, mais vous défendez la nature aussi? Oh bah bien sûr, c'est autrement. Si on ne défend pas, ça va pas. Vous pensez que la nature, elle est menacée aujourd'hui? Oh, surtout par le nucléaire, ça a été menacé. Ah ouais. Vous croyez que le nucléaire, ça peut être dangereux? Si, c'est parce que si vous avez regardé à la télé, ils y avaient fait voir, ils cassaient des œufs là l'autre fois. Hein. Ouais. Ils étaient en barque, ils disaient ils sont pas bons. Ils les cassaient avec un bâton. Et après ils me disaient non, c'est pas vrai, les autres. Ils avaient regardé, ils ont ouvert. Hein. Il n'y avait rien du tout dedans. Ah ouais. Ça avait coupé la fécondation de... Ouais, mais ça c'est peut-être du côté de Tchernobyl, mais chez nous? On a s'est ramassé là sur Albertville. Hein. Ah oui? Ouais. Les nuages, ils sont partis puis ils sont revenus chez nous. Alors vous dites qu'ici vous avez été irradié par Tchernobyl? Oui, parce que si vous regardez sur les trompettes de mort, ils appellent ça les bacras. C'est autorisé à 350. Et ils étaient à 1850 à Grenoble.
les bacras. Et ils mangeaient les champignons. Et vous dénoncez ce genre de choses? Vous voulez vous faire ça? On peut pas aller contre. Hein. Ça arrive. Hein. On a l'impression que vous êtes un peu un homme des bois aussi. Vous avez une tenue ici qui est un peu la tenue des gens qui habitent dans la montagne, dans la campagne. Oui, oh, ça ne veut pas rien, ça. Un peu, oui. Vous faites quoi comme métier? Ah, moi, je travaille plus. Là, je suis en invalidité. Ah oui, vous faisiez quoi avant? J'étais conducteur pont roulant. Ah oui. Vous passez votre temps maintenant à regarder la nature, à chasser, à voir un peu les champignons, tout ça? Oh, on est encore dans la forêt. Ouais. Oh oui, encore bien. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, c'est parcourir la forêt? Oh, un peu tout. Regardez ce qui se passe, regardez les traces, regardez un peu tout, quoi. Regardez s'il y a des plantes de renversées pour les récupérer. Bon, on va trouver le garde, l'ONF. Ouais. Puis après, il les donne. On a l'impression que vous êtes un peu un druide. Oh. Voilà. Je sais pas. Vous dites pas non? Bon, non. On court les forêts, quoi. Ouais. Les montagnes, on les connaît comme la poche, quoi. De jour comme de nuit, ça ne me dérange pas. On m'a dit qu'ici, c'était vous qui connaissiez le mieux la région. C'est vrai? Oh non, c'est le président qui la connaît mieux que moi, quoi. Le président de quoi? Ah, ben le président de la chasse. Ah oui. Ah, lui, il la connaît encore mieux que moi. Ouais. Oh, on la connaît bien tous les deux, mais lui est plus fort encore. Ouais. Plus fort. Bah, vous avez au fond de la vallée, là, on dit souvent qu'il y a de la pollution parce que la Léchère n'est pas loin, il y a des usines, tout ça. Vous pensez que c'est bien sain d'habiter ici, dans la vallée de la Tarentaise? Maintenant, depuis qu'ils ont pas mal mis des filtres, ça fume beaucoup moins qu'avant. Hein. Ça quoi? Les filtres pour le fumer des usines, ça pollue beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était tout noir. Michel Bruno, il a tout du chasseur, Oui. Roger. Hein. C'est un deuxième cabouillon, ça. Ça devient Camouillon, ouais. Camouillon, c'est un copain à vous. Hein. Ah oui, oui, oui. On va le saluer d'ailleurs, votre C'est copain. un ami. Col de Cou, la Covase, hein, c'est ça. Hein. Pas col de cou, non. Saxel. Saxel, Saxel, Cova. Saxel, oui. La Covase Saxel. Oui. On va le saluer aussi. Hein. Ah ouais. Alors, on va quand même dire que vous avez donc fait ce parcours de 1300 km, vous avez fait un manuscrit et vous aimeriez trouver un éditeur. Voici, c'est tout écrit, c'est tout rédigé, il y a tous les souvenirs, les anecdotes, c'est super. Les témoignages, tout. Voilà. Donc, s'il y a un éditeur qui nous écoute, c'est tout ce que vous avez fait. Donc, en ce mois, hein, on rappelle, c'est une marche pour la paix. Donc, il y a une geste de solidarité. Et c'est passionnant, on ne peut pas tout lire, mais c'est très intéressant. Il y a 164 pages en tout, avec les témoignages et puis le retour aussi, qui a été très... Et puis on va rappeler aussi, Roger, que vous êtes disponible, hein, parce qu'on peut vous trouver à Aberpoche, sur l'annuaire Roger Lecras. Hein. Roger Lecras, 74. Pour toutes les bonnes causes, vous pouvez être là aussi. Hein. Voilà, donc on rappelle bien qu'il joue beaucoup d'instruments, enfin du accordéon en particulier, il compose, il interprète, et dès qu'il y a une bonne cause, vous êtes présent en général. Hein. Il compose pour la bonne cause. Voilà. Et puis surtout, il a le CD aussi, Roger. Ouais, vous avez le CD. Là, j'ai le deuxième en préparation, mais c'est beaucoup de boulot. Alors pour vous retrouver, on vous appelle chez vous. Roger Lecras, Aberpoche, c'est dans le 74, pour ceux qui sont un peu loin. Puis nous, Jean-Noël, on va saluer tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent de très loin. Ils sont très nombreux, on a une petite pensée pour eux, ils se reconnaîtront, on leur fait un petit coucou, parce que on a souvent des contacts avec eux par Internet ou par courrier. Mais on leur fait un petit coucou à tous, tiens. Et puis à ceux qui sont dans le pays de Savoie aussi. Hein. Allez, on va remercier aussi les copains de la régie, hein, Christophe Flamand, Thierry Paul, mais d'autres également. Qui a fait le décor, Christophe, le très beau décor dans lequel on se trouve. Voilà. Et puis, on ne va pas se quitter comme ça, Philippe, parce que... Non, un petit morceau encore. Allez, il y a un hymne, savoyard. Mais c'est les Alpes. Il est savoyard aujourd'hui. Bien évidemment. Savoyard. Et on l'adresse à toutes celles et ceux qui nous écoutent, que vous soyez en pays de Savoie, en France ou ailleurs. C'est le cœur qui parle. Un dernier mot, Jean-Noël, le tome 5 de la place du village. Pour Noël, à partir de Toussaint, il sera en vente. Voilà. Tiens, on dit tout de suite. Et on va d'abord bien vous remercier d'être venu de la Vallée Verte, hein, de repartir c'est moi ensuite. qui vous remercie de m'avoir invité, c'est sympa. Et puis merci de ce que vous faites. Ce grand cœur que vous avez, Roger. Ce que vous êtes. Tant qu'on pourra, comme j'ai dit dans la fin d'un article, là, aider les autres, c'est vieillir tellement mieux. Quoi. Ben, on va finir là-dessus. Et l'homme qui marche pour la paix. Les Allobroges, Jean-Noël, notre hymne savoyard. Vous êtes presque savoyard, on l'a dit. Merci, Roger. Merci, à bientôt pour une prochaine émission.
Avis à la population. 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village.